Bah déjà, première chose sur ce match, saluer la performance de Lille. Très belle performance. Même si on regarde les XG à la fin du match, ils sont derrière, mais c'est parce que le Real a vraiment poussé à la fin du match. Et quand on prend l'évolution, et c'est là qu'on va basculer justement sur le gars dont je vous parlais tout à l'heure et ses visualisations. Vous voyez ici, ah ouais, il n'y a pas le haut de l'image, mais Lille, c'est l'équipe en bleu, et le Real Madrid, c'est l'équipe en orange. Donc vous voyez bien qu'en termes d'expected goals, alors il y a eu une grosse occasion pour le Real en début de partie. Il y a eu la bascule avec le penalty juste avant la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, jusqu'à l'entrée du dernier quart d'heure, le Real se crée finalement très peu de choses, très peu de situations, à part les énormes occasions en toute fin de partie. Donc ça explique pourquoi le Real termine devant aux expected goals. Et vous voyez en dessous, sur les expected threats, le Real est devant, mais là aussi, ça bascule vraiment que sur la dernière demi-heure, voire même le dernier quart d'heure en fait. Vous voyez où se situe la bascule, avec la 75e minute ici. Donc, Lille perd au XG, mais Lille a finalement maîtrisé une bonne partie de la rencontre. Et pourquoi Lille a maîtrisé une bonne partie de la rencontre De mon point de vue, c'est parce que le Real était absolument pas prêt pour empêcher Lille de maîtriser la rencontre, tout simplement. Et ça, vous allez le voir peut-être avec la deuxième visualisation, alors que je vais essayer d'aller vous chercher, mais elle n'est pas taillée pareil. Donc quand vous voyez les pass maps, enfin, il y a deux choses qui me gênent quand on regarde à la fois l'animation de Lille et l'animation du Real Madrid. C'est que côté lillois, regardez le nombre de connexions possibles pour trouver André et Boadi. Vous voyez qu'il y a des flèches. Évidemment, donc je vais expliquer rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas les pass maps, même si je pense que ici, vous êtes nombreux à les connaître. Les pass maps, donc les flèches représentent les relations, les connexions les plus souvent réalisées dans un match. Voilà. Et là, ce qu'on note côté lillois, c'est le nombre de joueurs qui ont pu échanger des ballons avec André et Boadi, sachant qu'en plus, ils sont collés l'un à l'autre. Et il y a de fortes chances qu'entre André et Boadi, il y ait des flèches qu'on ne voit pas parce qu'elles sont masquées par les pions numéro 21 et numéro 32. Ah voilà, ils sont ici à l'écran, là. Là, vous avez Benjamin André, là, vous avez Boadi. Donc là, vous voyez qu'Alexandro a donné beaucoup de ballons aux deux. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les deux. Diakité aussi a pu les trouver très très facilement. Il y a eu des échanges aussi entre Diakité et Alexandro. Et surtout aussi, il y a eu des combinaisons. Cabella est beaucoup revenu vers eux. Levin à gauche, c'était Bakker qui a pu aussi trouver des connexions. Et même Thiago Santos aussi a pu trouver quelques connexions. C'est le gros problème du Real Madrid sur la première partie de la rencontre et même sur une bonne partie au final. Et c'est l'incapacité du Real à empêcher la progression lilloise sur le terrain. Dans le sens où vous aviez Vinicius et Hendrick en première ligne. Une fois que cette première ligne était éliminée, je pense que côté lillois, vous pouviez trouver des solutions à l'intérieur, mais franchement, partout. C'est-à-dire, de toute façon, c'est simple. Hein. Si vous passez Vinicius et Hendrick après leur premier pressing, qui parfois peut vous gêner, il y a eu quelques passes un petit peu risquées, d'Alexandro notamment, qui nous a fait un petit peu peur à certains moments du match. Mais une fois que vous aviez éliminé ce premier pressing du Real, qui n'était pas non plus catastrophique à éliminer, Vinicius et Hendrick étaient totalement déconnectés du reste. Ce qui fait que Tchouaméni et Camavinga se sont mis à courir quand même beaucoup dans le vide. Et qui étaient souvent dans des situations avec André Boadi devant eux. Et derrière eux, vous aviez Cabella. Vous aviez David qui pouvait décrocher. Vous avez Thiago Santos qui peut rentrer à l'intérieur. Il le fait souvent depuis le début de la saison. Avec Gegrova qui reste sur l'aile. Vous aviez aussi... bon, Bakker, lui, restait sur son côté. Mais vous voyez, entre Boadi, André... Cabella, David qui peut décrocher, Thiago Santos qui peut se montrer à l'intérieur. Beaucoup de solutions pour trouver des intervalles à exploiter entre les lignes madrilènes, puisqu'il y avait vraiment une déconnexion entre Vinicius Hendrick et le reste du bloc du Real. Et c'est ce que j'avais aperçu, je ne sais pas si vous avez vu l'avant-match sur Canal+, mais c'est ce qui ressortait aussi un petit peu de l'avant-match sur Canal, quand il remontrait des images du match contre Stuttgart, où vous aviez une pression haute un petit peu des madrilènes. Et une fois que tu étais sorti de cette pression haute et que tu avais des solutions pour la déjouer, notamment par du jeu mi-long du gardien, ce que Chevalier a cherché à faire aussi ce soir, ensuite, pour trouver des connexions vers les milieux de terrain et avoir ces milieux de terrain capables de jouer vers l'avant, c'était quand même très très facile. Et si je reconnais que pour par exemple un joueur comme Boadi, c'est
très fort de réaliser une telle performance pour une première titularisation en Ligue des Champions dans un tel contexte, etc. À l'âge qu'il a, c'est très fort. Néanmoins, moi, durant une bonne partie de la première mi-temps, j'ai été très frustré par certains choix des milieux lillois que j'ai trouvé parfois très frileux, alors qu'il y avait de vraies opportunités de jouer vers l'avant, de jouer entre les lignes et d'attaquer ce Real vraiment en plein cœur, et au moins de les fixer pour peut-être ensuite finir sur les côtés. Mais je trouvais que ça circulait peut-être un peu trop rapidement sur les côtés, alors qu'il y avait vraiment des solutions pour percer le Real vraiment plein centre. Il y avait aussi des solutions pour attaquer le Real dans la profondeur, mais là c'est un peu les limites du LOSC devant. Il n'y a pas tant de joueurs de profondeur que ça qui sur 40 mètres vont pouvoir faire une différence face à Rudiger ou face à Militao. Donc là-dessus c'était un petit peu plus compliqué. Mais vraiment j'ai été frustré, en première mi-temps en particulier, par certains choix des milieux lillois qui ont bénéficié, je trouve, de beaucoup de liberté et qui auraient pu plus en profiter. Maintenant, le fait que ça bascule à 1-0 à la mi-temps, tant mieux pour eux. Ensuite, ils ont su garder cet avantage. Mais vraiment, je pense qu'il y avait des trucs à faire en plus sur ce domaine-là en particulier. Et notamment à une période aux alentours de la passé 25-30 minutes dans ces eaux-là, où là je n'étais plus frustré par André ou Boady, et surtout par André, mais j'étais plus frustré par Cabella qui se mettait à sortir hors du bloc, alors que justement tu avais toujours ces espaces-là à occuper entre les lignes. Donc soit vous aviez les milieux lillois qui peut-être n'étaient pas assez tournés vers l'avant pour avancer, soit de l'autre côté, vous aviez un Cabella qui, au moment où les milieux commençaient à regarder vers l'avant pour chercher les combinaisons, Cabella n'était plus là et il dézonnait hors du bloc, et finalement c'est bien d'avoir l'opportunité de jouer entre les lignes, mais uniquement si des joueurs se montrent entre les lignes, et dans ces moments-là, par exemple, Cabella n'y était pas. Donc voilà, pour moi, un des points clés de la première mi-temps, où on peut saluer la perf d'André et Boady, mais je pense qu'il y avait encore mieux à faire pour les deux joueurs. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sur ce premier point-là que je voulais revenir sur ce match. Vous voyez, par exemple, nouvelle stat, pour rebondir sur ce que je disais, pour moi, sur un match pareil, je trouve que André et Boady sont pas assez mis en avant. Donc là, vous voyez les joueurs qui ont fait progresser par la passe, en bas, et à gauche, les joueurs qui ont fait progresser par la conduite de balle. Et là-dessus, je trouve que sur un match pareil, avec l'espace dont ils ont bénéficié, André et Boady, ça pourrait être beaucoup mieux. Voilà. Mais j'en demande beaucoup, hein. Il y avait aussi un gros match à faire sur le plan défensif, etc. Mais je pense qu'il y avait vraiment plus à faire. Je pense qu'il y avait vraiment plus et mieux à faire dans cette zone-là du terrain. Et pareil pour Cabella d'ailleurs. Après, pour revenir sur ce que tu disais, Solo, je sais pas s'il y avait vraiment la place pour une plus large victoire. En tout cas, plus d'opportunités, être plus dangereux, avoir ce qu'on a vu tout à l'heure, là, les expected threats, avoir un truc plus fourni en termes de dangerosité, justement. Voilà. Vous voyez, par exemple, là encore, je reviens sur ce que je disais en termes de stats. À gauche, donc, ça, c'est le cluster des passes progressives réalisées par les deux équipes. Donc, à gauche, c'est Lille et à droite, c'est le Real Madrid. Et je trouve, là encore, qu'à gauche, franchement, il y avait l'opportunité d'en avoir beaucoup plus dans l'axe. Alors évidemment, vous voyez qu'il y a le côté fort à droite, côté lillois, avec Thiago Santos, avec Gigrova. Donc c'est assez logique qu'il y ait une activité beaucoup plus grande. Mais je pense que dans cette zone-là, là, autour du rond central, il y avait vraiment des opportunités, particulièrement en première mi-temps, peut-être moins en deuxième, parce que les milieux du Real ont été plus agressifs, et globalement le Real a essayé de tenir plus haut. Mais voilà, un truc en plus. Non mais tu vois, pour donner l'exemple par rapport à ce que tu dis, Flo Doacre, sur Boady, avec la pression, on a dû lui répéter de jouer simple en avant-match, etc. Je le conçois tout à fait, et je pense plus à un Benjamin André qu'à un Boady quand je parle de ça, de par le contexte, de par la jeunesse du joueur, etc. Néanmoins, si Lille n'avait pas gagné ce match avec le penalty de David, j'aurais été particulièrement frustré par justement ce qui s'est passé au milieu de terrain.
et par ces opportunités non jouées. Alors évidemment, il y a toujours ce danger, vous jouez dans l'axe, vous la perdez, vous prenez un contre. Mais là, je trouve que c'était très ouvert et qu'il y avait vraiment des opportunités pour aller plus loin. Mais parfois, là encore je me répète, mais parfois c'était les offensifs qui n'étaient plus entre les lignes. Et à partir du moment où il n'y a pas de solution, là d'accord, tu joues sur le côté, quoi. Voilà. Je continue de regarder quelques stats si je trouve des trucs pertinents. Là encore, le cluster de passes. Alors là, c'est plus forcément les passes progressives, c'est les passes au global. Et vous noterez là encore que, alors côté Real d'ailleurs à droite, ça a joué très latéralement. Et là, on pourra en parler après. C'est la force du bloc lillois qui a été justement efficace pour empêcher les passes vers l'avant dans cette zone-là. Mais côté lillois, je peux pas me mettre en tête que c'est l'organisation défensive du Real Madrid qui a empêché ce type de passe vers l'avant qu'on n'a pas assez vu côté lillois. Côté Real, mais j'en parlerai après. Bah on avait un 4-4-2 côté lillois, on peut en parler maintenant parce que ça va être assez rapide. Mais on avait un 4-4-2 très solide qui a très peu concédé, on va dire, de progression pendant une bonne partie du match. À la fin, ça a été plus compliqué, il a fallu reculer. Mais on avait ce 4-4-2 hybride avec un 4-4-2 qui, lorsque le bloc lillois reculait, devenait un 5-4-1 en phase défensive, avec Bakker qui pouvait devenir piston gauche à côté de Gudmundsson, et voire même latéral gauche sur la phase défensive. Et vous voyez que côté Real, on a très peu trouvé de passes vers l'avant, tout simplement. On a très peu réussi à avancer dans le bloc lillois et à s'y installer. Voilà. Alors Tomu qui dit « Ça a rarement été André chargé d'assumer ce rôle au LOSC, qu'en ce moment c'est plutôt Angel Gomez qui tente de casser les lignes. » En effet, ça a rarement été, enfin ça a jamais été son point fort de faire ça. Néanmoins, quand tu arrives à un certain niveau, on peut te le demander aussi quand même. Et c'est peut-être ce truc-là qui lui manque pour le dernier palier, parce que sur les aspects défensifs, récupération, impact physique, duel aérien notamment, on l'a encore vu aujourd'hui, ça reste un joueur hyper complet. Mais c'est vrai que sur le fait de jouer orienté vers l'avant et de faire avancer le jeu, ça n'a jamais été son point fort. Et je me suis parfois posé la question, à quoi aurait ressemblé ce match avec Angel Gomez sur le terrain ou avec Haraldsson sur le terrain, même si le Haraldsson dont je parle, c'est un Haraldsson que j'ai vu très peu de temps sur le début de saison, et après il s'est blessé, je crois, il me semble. Donc là-dessus, ça reste un tout petit échantillon pour le juger. Mais je l'avais trouvé très bon sur les premiers matchs. Donc c'était l'occasion de dropper son nom parce qu'il m'avait plu sur les premiers matchs de la saison. Ah bah oui, la question de Tomu, pourquoi le Real n'est pas capable d'organiser un pressing cohérent? La question a déjà été évoquée finalement quand j'ai parlé des Lillois. Tout simplement parce que passer l'élimination du premier rideau, quand le Real Madrid presse haut sur les sorties de balles, derrière, il n'y a pas vraiment de compacité et de liaison entre le travail, on va dire, de la première ligne et le travail du reste du bloc. C'est-à-dire qu'il y a notamment une séquence en début de match qui est très parlante et qui justement dans ma tête a fait tilt sur le fait que le LOSC allait avoir beaucoup d'opportunités au milieu de terrain et dans le cœur du jeu pour avancer. C'est un moment où Vinicius décide de sortir au pressing, le Real avance et le Real se fait très facilement éliminer en fait. Cette première ligne et la deuxième ligne ne suit pas. Donc Tchouaméni, Camavinga, Bellingham et Valverde. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, là il y a une déconnexion entre les deux premières lignes et un peu plus haut sur le terrain. Quand tu voyais d'autres indices, c'est à un moment donné en première mi-temps, Boadi, certes, il faut avoir les gaufres pour le faire, mais il a la balle au milieu de terrain. Et puis il va décider de conduire entre Vinicius et Hendrick, qui normalement est... Enfin, quand vous voyez un 4-4-2 habituellement, les deux attaquants là, il n'y a rien qui est censé passer entre ces deux attaquants. Et encore moins des joueurs balle au pied. Et là, sur ce match-là, tu avais l'impression que Boadi ou André pouvaient prendre la balle, se balader entre les deux et être très facilement... ils pouvaient très facilement s'orienter vers l'avant et ensuite faire avancer le jeu ou ne pas assez le faire avancer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour organiser un pressing cohérent,
faut déjà que la première ligne soit capable de le faire, soit disciplinée. Et là-dessus, sur ce match-là, je trouve que la première ligne du Real n'a vraiment pas aidé, n'a pas particulièrement travaillé. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça s'est mal passé pour le Real. Tu dis, Hendrick, je sais pas si j'ai vu fermer une ligne de passe. Voilà. Bah, le travail de cadrage, hein, par exemple, ça peut être pas forcément du pressing, mais du cadrage. Et Vinicius et Hendrick, ils n'ont rien cadré ce soir, ou très peu de choses. Donc voilà comment je vois la chose. Pour moi, c'était l'histoire principale de cette rencontre. Bravo au LOSC, mais en termes de perf individuelle, on a aimé qui? On a aimé Thiago Santos, mais qui n'aime pas Thiago Santos? Je vais faire ligne par ligne et joueur par joueur. Bon, Chevalier exceptionnel sur les arrêts qu'il a eu à faire. Hein. Thiago Santos, c'est Thiago Santos. On l'aime depuis qu'on l'a découvert dans un shortlist où il était sur Coparena avec Raphaël, où il était à Estoril, encore, je crois. Bafodé Diakité, très bien. Enfin, plutôt pas mal. Alexandro m'a fait très peur. J'étais persuadé qu'il allait faire l'erreur qui allait permettre au Real Madrid de revenir dans le match. Il a finalement failli se faire déboîter l'épaule par Rudiger. Parce que le geste de Rudiger sur Alexandro, c'est pas un coup, mais c'est hyper dangereux. Je sais pas si vous l'avez capté, mais il peut lui démettre l'épaule, je pense, tout simplement. Gudmundsson, pas grand chose à dire. Ouais, si je devais noter, je vais faire une note, c'est une note sur 5, mais c'est plus 2, plus 1, 0, moins 1 ou moins 2. Voilà. Dans ce cas-là, je mets plus 2 à Chevalier, plus 2 à Thiago Santos, 1 à Diakité, 0 à Ribeiro parce qu'il m'a fait peur, 0 à Gudmundsson, il m'a pas particulièrement marqué, peut-être 0 à Bakker, peut-être moins 1 parce qu'il n'y a pas forcément eu d'apport particulier, mais ça serait compliqué, il n'a pas plombé l'équipe non plus, donc 0. Boadi, 0 pour l'équilibre. André, je lui mettrais moins 1, je suis désolé. Cabella, je lui mettrais moins 1 parce qu'il y a des moments en deuxième mi-temps et en première où il m'a exaspéré un petit peu à sortir hors du bloc et il m'a un petit peu embêté. Zegrova, je suis très partagé entre le 0 et le moins 1 parce qu'il y a certains moments assez exaspérants. Et David, 0. Il y a le penalty marqué. Ça aurait pu être 1 s'il avait marqué son action là, avec la tête sur la passe de Zegrova. Et voilà globalement comment je vois les Lillois. Et je veux bien que ça choque. C'est vraiment à la volée sans trop réfléchir. C'est vrai que David, on peut mettre plus 1. On peut mettre plus 1 pour le travail def. Et Cabella, je peux mettre 0 plutôt que moins 1 pour le travail défensif aussi, parce qu'il fallait le faire. Voilà pour ce petit débrief. Au revoir YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, etc. etc. Abonnez-vous aussi à Twitch, il y a aussi la chaîne dans la description. Et à bientôt pour un prochain débrief.